Alors bonjour à tous, on est un groupe de 5 personnes avec Vincent, Jonathan, Chloé, Milo et moi. Et on a été missionné par l'entreprise Second Byte pour refaire une refonte de leur système d'information et de leur politique de sécurité. Parce qu'ils arrivaient aux limites du système qu'ils avaient pour le moment. Donc, pour vous présenter le travail qu'on a fait pour Second Byte, on va se baser sur 4 axes principaux. Donc, on va vous présenter tout d'abord l'analyse des besoins de l'entreprise, ensuite l'architecture technique que l'on a conçue pour eux, ensuite on va vous parler des règles de sécurité, et pour finir, on va vous présenter la feuille de route des tâches qui nous restent à effectuer pour livrer le projet fini. Donc, je vais commencer par vous présenter le contexte de l'entreprise. Du coup, c'est une entreprise qui fait de la vente de pièces reconditionnées informatiques. Elle est basée à Lyon, elle a une cinquantaine de collaborateurs et c'est une entreprise qui est en pleine croissance pour le moment. Donc, on a commencé par analyser les trois besoins principaux de l'entreprise. Ils ont un besoin de disponibilité parce que c'est un site de e-commerce, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une perte de service. Sinon, c'est une perte de chiffre d'affaires directe pour eux. Donc, on a préparé une infrastructure qui est tolérante aux pannes, sans perte de service. Ils ont un problème de sécurité et de conformité parce qu'ils vont manipuler des données sensibles clients. Donc, on a cloisonné tous les services pour être sûr que s'il y a une fuite, on ne puisse pas accéder à la base de données, donc faire fuiter les données clients. Et ensuite, ils ont un problème de scalabilité, puisqu'il faut que le système qu'on va leur proposer puisse suivre, accompagner leur croissance et absorber des pics de trafic sur des événements particuliers, comme pour le Black Friday, par exemple. Donc maintenant, je vais vous donner la parole à Chloé qui va vous présenter les réponses organisationnelles et techniques. Merci. Pour la partie applicative, on a fait le choix d'utiliser WordPress couplé au plugin WooCommerce. Donc, c'est dédié au e-commerce. Donc, ça transforme un site classique en une boutique en ligne sans forcément coder, voire très peu. Pour garantir que la boutique reste en ligne, reste ouverte 24 heures sur 24, pardon, même pendant les pics de trafic, on héberge la plateforme sur Docker Swarm. Donc, en gros, le site tourne sur 3 nœuds en simultané. L'avantage est immédiat. Si un serveur tombe en panne, le cluster redémarre les services sur les nœuds restants sans que le client s'en aperçoive. Et enfin, pour sécuriser ces transactions, on a isolé la plateforme du réseau local dans une DMZ. L'application web est protégée par un WAF qui se charge de filtrer les requêtes malveillantes avant qu'elles n'atteignent le site. Pour garantir la haute disponibilité, on a déployé un cluster MariaDB Galera sur 3 nœuds. Grâce à la réplication synchrone, chaque commande est copiée en temps réel sur les 3 serveurs et on limite la perte de données même en cas de crash de serveur. Par la suite, pour protéger ce stockage de données conformément au RGPD, on a appliqué 2 mesures strictes. Donc la première, c'est le chiffrement. Donc les données sont chiffrées au repos et en transit. Concrètement, si un attaquant vole physiquement nos disques durs, les données resteront illisibles. Et la deuxième mesure que l'on a appliquée, c'est la minimisation. Donc on respecte cette politique en stockant que le strict nécessaire au traitement des commandes. Donc nous mettrons en place un formulaire de commande sur le site web où nous demanderons que les informations vitales pour la livraison et la facturation. Et concernant la gestion des identités, on applique le modèle RBAC via la méthode HDLP. Donc le principe est strict, nous n'attribuons pas de droit à des personnes, mais à des rôles métiers. Donc cela standardise les accès et évite les erreurs de permission. Pour l'administration, nous appliquons une tolérance zéro sur les accès directs. Les administrateurs doivent obligatoirement passer par un bastion positionné dans un VLAN de management dédié. Donc ce sas de sécurité est isolé et cela nous permet de contrôler et de tracer toutes les interventions techniques. Côté surveillance, on utilisera le SIEM Oiseau pour analyser les logs en temps réel, ce qui nous donnera une capacité de détection immédiate en cas d'anomalie. Et pour terminer, nous utiliserons une stratégie de sauvegarde 3-2-1-1-0 qui sera automatisée avec l'outil Restic, qui est plutôt reconnu pour son chiffrement natif et sa déduplication efficace. Donc ce serveur, il sera isolé dans le réseau. Nos sauvegardes seront stockées dans un VLAN dédié. Donc même en cas d'attaque par ransomware sur la production, nos archives resteront saines et restaurables pour relancer l'activité. Je passe la parole maintenant à Milo qui va vous présenter la suite des réponses organisationnelles et techniques. Du coup, pour mener à bien ce projet assez complexe, en seulement 10 jours, on s'est organisé en mode agile. Du coup, on a réparti notre équipe en des rôles bien définis. Donc, par exemple, on aurait une personne sur le réseau, une personne sur le système, une personne sur le web, ce qui nous a permis du coup d'optimiser l'avancement et de tenir les délais imposés. On a pu utiliser un Trello partagé, du coup structuré en colonnes, ce qui a permis de suivre le travail de chacun et de pouvoir s'organiser chacun un peu de son côté. Pour la documentation, on a utilisé Google Docs, donc ça nous a permis de travailler en collaboration et en temps réel sur les documents. Ces documents, du coup, qui sont
tous retrouvés sur une section ressources du Trello pour nous permettre d'en faciliter l'accès. Et enfin, on a fait un point quotidien sur Discord pour pouvoir suivre l'avancement de chacun et donc pouvoir identifier et résoudre les problèmes si jamais il y en avait un. Donc afin d'assurer que notre infrastructure soit la plus sécurisée possible, on a pu mettre en place différentes règles de bonne pratique et de hardening. Donc tout d'abord sur la segmentation réseau, on a pu séparer les VLAN en fonction des métiers et des différents services. Donc par exemple, pour avoir une VLAN pour la DMZ, une VLAN pour la D ou pour la comptabilité. Pour les accès aux services plus stricts, donc réservés aux personnes d'administration, on a pu mettre en place un bastion, comme on a parlé Chloé, donc ce qui nous permet d'avoir une seule machine pour toute l'administration et donc aussi pour avoir une meilleure traçabilité sur ces actions d'administration. Pour gérer du coup les communications interzone, on a déployé plusieurs firewall pfSense qui mettaient en place du coup du deny par default, pardon. Donc c'est le fait de bloquer toute communication de base et ensuite de venir plus granulairement autoriser les communications spécifiques. On a pu aussi mettre en place la défense en profondeur, donc c'est le fait d'avoir plusieurs couches de protection. Donc par exemple sur le serveur web, on va avoir un firewall, puis un WAF, et ensuite directement devoir exploiter WordPress. Les différents systèmes de l'infrastructure sont mis à jour régulièrement. Donc si jamais il y avait une faille sur un des services qu'on utilise, bah, elle sera directement patchée. Et chaque système n'a d'installer uniquement les services dont il a besoin. Il y a aussi un contrôle des permissions du coup qui est plus granulaire, donc grâce au airbag ou encore au least privilege. Les serveurs sont synchronisés grâce au protocole NTP. Cette synchronisation, elle est nécessaire au bon fonctionnement de Oiseau, mais aussi à la synchronisation entre le serveur de fichiers et l'AD. Pour les connexions SSH, donc limitées au bastion, on a décidé de désactiver complètement le compte route et de passer par des clés SSH plutôt que par des mots de passe. On aura aussi une restriction du coup des adresses IP autorisées à établir des connexions. On a pu limiter l'exposition des ports des machines du réseau, donc en limitant les accès Internet, donc par exemple 80 et 443, uniquement sur la machine de la DMZ, et en retirant les accès directs vers les machines des bases de données d'Active Directory. Pour ce qui va être du coup du monitoring de réseau, on a prévu, mais malheureusement par manque de temps, on n'a pas pu encore implémenter tout ça, mais on a du coup le système de Wazoo et d'alerte de Wazoo. Et pour les sauvegardes, on a décidé d'utiliser le 3-2-1-1-0, donc trois copies de données, une de production, une backup locale stockée sur un serveur de backup et une backup hors site en cloud, avec deux supports différents, donc un disque local et encore une fois un stockage cloud, la copie hors site du coup en cloud et la copie hors ligne par bande magnétique avec zéro erreur en passant par des tests réguliers, ce qui nous permet de garantir l'intégrité et la disponibilité des sauvegardes. Je vais passer la main à Jonathan qui va nous présenter l'architecture du réseau. La topologie complète de l'infrastructure Second Byte, nous l'avons conçue et éliminé tout point unique de défaillance POUF et assurer une ségrégation stricte des flux. On va, on va commencer par le périmètre. Tout, tout commence ici, à la frontière avec Internet. Nous avons positionné deux pare-feux en cluster. Ils fonctionnent en haute disponibilité. Concrètement, si le pare-feu principal tombe en panne, le second reprend le trafic instantanément sans couper les connexions des clients. La zone DMZ à gauche, juste derrière, nous avons la DMZ. C'est la seule zone accessible depuis l'extérieur. Elle héberge notre serveur web et notre réserve proxy NGX. Son rôle est de servir de tampon. Elle traite les requêtes des clients, mais n'a aucun accès direct à notre base de données sensible. Le cœur de réseau au centre, vous voyez le cœur de réseau, c'est l'échangeur autoroutier de l'entreprise. Il distribue le trafic vers différents VLAN que nous avons créés pour isoler chaque service. La zone utilisateur, chaque département est cloisonné dans son propre VLAN. Cela signifie qu'un PC infecté à la comptabilité ne peut pas attaquer le réseau des développeurs. La zone administration sécurisée. Côté administration, c'est le cœur névralgique de la sécurité. Nous avons l'Active Directory pour la gestion centralisée des identités, le serveur Oiseau pour la surveillance et la remontée des alertes de sécurité, et surtout le Bastion, c'est l'unique point d'entrée pour nos administrateurs. Personne ne se connecte au serveur sans passer par ce code de sécurité. La zone critique, enfin, est la plus protégée. Nous avons nos données. C'est notre cluster de base de données MariaDB. Il est totalement invisible depuis Internet et il n'accepte de parler qu'à nos serveurs applications. Il y a des règles de pare-feu strictes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Vincent. Merci Jonathan. Donc, à la demande de la direction, notre infrastructure a fait l'objet d'un audit réalisé par le cabinet Room 2. L'objectif de cet audit était de détecter d'éventuelles vulnérabilités, d'évaluer les risques associés, de sécuriser nos données et systèmes avant la mise en production.
Pour ce faire, une machine d'attaque a été connectée au réseau interne et externe. Aucune information technique n'a été divulguée afin de garantir un test neutre et réaliste. Nous trouvons sur cette slide la synthèse par criticité. Plusieurs vulnérabilités ont été trouvées et certaines nécessitent une action à court terme pour être corrigées. Ici, on retrouve un tableau récapitulatif des vulnérabilités trouvées. Nous allons faire un focus sur la CVT 02 qui nous paraît la plus urgente à corriger avant la mise en production. Pourquoi la CVT 02? Car elle concerne l'administration d'un switch IOU via Telnet. Sa correction va permettre également de corriger d'autres vulnérabilités. Concrètement, un des switches expose sa console d'administration sans protection. Cela signifie qu'un attaquant positionné à l'extérieur du réseau pourrait intercepter des échanges, récupérer des informations sensibles comme des identifiants et même altérer la configuration du switch. Dans cette capture, le scan réseau identifie plusieurs ports exposés depuis l'extérieur, et notamment le port Telnet en 5033. Nous voyons dans ces deux captures l'exploitation de la vulnérabilité pour atteindre la console d'administration et consulter la configuration du switch. À court terme, l'action prioritaire consiste à sécuriser l'administration en désactivant l'accès Telnet et VNC et autorisant uniquement la configuration via SSH, qui est un protocole sécurisé, chiffré et sécurisé. Les CVT 2, 3 et 4 seront ainsi corrigés. N'oublions pas les autres CVT. La CVT 005, puissant port ouvert, qui est un comportement normal lié à GNS3, notre outil de simulation, et la CVT 007, mise en place d'un SIEM qui sera pris en compte dans les next steps et l'implémentation de Wazo. Une phase de renforcement prévue pour un peu plus tard permettra de corriger les CVT 06 et 08. Les CVT 09 et 10 étant informatives, nous couvrirons comme ça l'ensemble des remontées du rapport. Pour conclure, l'audit montre que l'infrastructure est globalement cohérente et met en évidence le savoir-faire technique de l'équipe. Néanmoins, certains points nécessitent un renfort à court ou moyen terme. Je vais passer la main à Henri pour les étapes suivantes et la conclusion. Oui, alors pour conclure, il nous reste des étapes à mettre en place avant la livraison finale du fichier. Donc ça va commencer dès demain en fait avec Jonathan qui va s'occuper d'implémenter le Bastillon, de fermer les accès directs comme Milo vous l'a expliqué plus tôt et de mettre en place du coup les comptes administrateurs pour savoir qui a fait quoi sur l'administration des services. Et en parallèle, du coup, c'est Chloé qui va s'occuper de mettre en place la stratégie de backup et ensuite de mettre un système pour pouvoir vérifier l'intégrité des sauvegardes qu'on a et des tests d'automatisation pour voir si on n'a pas de problème dans nos sauvegardes. Ensuite, c'est Vincent et Milo qui vont s'occuper d'installer le load balancing du coup près de la DB près de la base de données ouais, pour que on soit sûr que si on perd une base de données, le site n'est pas mort et qu'il puisse continuer à proposer le service. Et moi, je vais terminer en implémentant les agents Wazoo là où il faut pour qu'on puisse collecter les logs et pour pouvoir le déployer facilement sur les postes utilisateurs, on va utiliser une automatisation avec une règle GPO pour que l'installation soit automatique. Une fois qu'on aura fait tout ça, on refera un audit de la structure qu'on propose avant la validation finale avec le client. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On est disponible pour vos questions si besoin.